C'est tout bon. Bonjour à toutes et à tous. Donc, on va commencer ce webinaire. L'objectif de ce webinaire, c'est de vous présenter un outil d'information sur le maintien en emploi dans le secteur privé, donc qui se situe sur le site du CIST PACA, qu'on va vous présenter aujourd'hui, tout en l'illustrant avec l'intervention de professionnels de la santé au travail. Donc, on va vous présenter ce dispositif tout en vous donnant des exemples et des interventions de professionnels de la santé au travail. Donc, peut-être juste avant de commencer, merci de couper du coup à votre micro et vous pouvez poser vos questions donc à l'écrit dans la rubrique conversation. Donc on essaiera de prendre au fur et à mesure vos questions, mais le mieux c'est de les poser à l'écrit dans un premier temps. Donc voilà, on prendra vos questions donc tout au long du webinaire. Donc avant de commencer, je vous propose qu'on fasse un petit tour de table de toutes les intervenantes qui vont participer à ce webinaire. Donc, on va commencer peut-être par ordre alphabétique, par Isabelle. Je te laisse te Oui, présenter. bonjour à toutes et à tous. Je suis Isabelle Bazin, je suis chargée d'études et de développement au sein de la GFIP PACA Corse et en charge de la thématique maintien dans l'emploi. Bonjour, je suis Mounia Bellamlat et je suis manager stratégique au sein du service social de l'assurance maladie de la CARSAT sur la région actuellement. Bonjour, je suis Géraldine François et je suis déléguée régionale adjointe pour le réseau KEOPS PACA, donc le réseau des Cap Emploi en PACA. Bonjour, Laurence Martinez, je suis médecin du travail, coordonnateur à cellule de prévention de la désinsertion professionnelle à la ISMT 13. Bonjour, je suis Sandrine Moquer, je suis ingénieure de prévention au sein du pôle travail de la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités en charge du maintien dans l'emploi. Et moi, donc Virginie Gigonzac, je travaille à l'Observatoire régional de la santé en Provence-Alpes-Côte d'Azur et en charge du coup d'animer le dispositif du CIST PACA pour le système d'information en santé-travail et environnement en région Provence-Alpes-Côte d'Azur qu'on va vous présenter du coup notamment lors de ce webinaire. Et Et Pierre, si tu veux te oui, et présenter. Pierre Jolidon, donc je travaille au sein du bureau d'études Amnios et qui assure l'animation de l'assistance maîtrise d'ouvrage du PRITH, PACA, le plan régional pour l'insertion des travailleurs handicapés en PACA. Merci. Donc, on va commencer par des éléments de contexte. Donc, je vais passer la parole dans un premier temps, du coup, à Sandrine. Bonjour, donc je vais commencer cette présentation par quelques chiffres assez parlants, je trouve, pour vous rappeler un petit peu les enjeux qu'il y a autour du maintien en et dans l'emploi. Premièrement, selon le dispositif Everest, sur la période 2022-24, en région PACA, un salarié sur 7 douterait de ses capacités à pouvoir effectuer le même travail dans les 2 prochaines années. Cette capacité finalement du travail serait sans surprise fortement liée à l'âge, à la catégorie socio-professionnelle, mais aussi aux conditions de travail. Deuxièmement, en 2023, en PACA, on note 8 555 personnes reconnues handicapées ou non qui se sont inscrites à France Travail suite à un licenciement qui découlerait donc d'une inaptitude physique en lien avec l'état de santé, du fait de l'absence de mesures possibles d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste ou des situations de travail. Ce chiffre, vous l'avez remarqué, est en augmentation de 4% par rapport à 2022 et touche majoritairement des femmes, qui représentent 59% des inaptitudes, mais également les personnes de plus de 45 ans, 51% des cas. Troisièmement, on note que plusieurs études montrent que tous les secteurs d'activité sont impactés par le risque de désinsertion professionnelle, le public comme le privé, et ceci pour plusieurs raisons. Donc la première, c'est le vieillissement général de la population active couplé avec l'allongement de la durée de la vie professionnelle. La seconde raison, ce sont les facteurs de risque et de pénibilité générateurs d'usure pro, d'accidents, d'handicaps ou de maladies qui sont présents encore dans de nombreux secteurs d'activité. Et la troisième raison, c'est l'augmentation alarmante des maladies chroniques évolutives, appelées MCE, d'origine ou non professionnelle, qui recouvrent finalement des pathologies très variées comme le diabète, le cancer, les maladies psychiques, l'asthme, les hépatites, la sclérose en plaques, les maladies cardiovasculaires et bien d'autres encore. Finalement, ce qu'on note, c'est que le point commun à toutes ces maladies, c'est qu'elles occasionnent généralement des épisodes d'arrêt de travail plus ou moins longs, et l'OMS définit la maladie chronique évolutive comme étant un problème de santé qui nécessite une prise en charge sur plusieurs années. En France, il y a un rapport donc de l'Inspection générale des affaires sanitaires qui date de 2013 qui estime autour de 15 millions
le nombre de personnes atteintes en France d'une maladie chronique évolutive, ce qui représente 20% de la population générale, soit 15% de la population active. Et d'après une modélisation que vous voyez apparaître sur le transparent, eh bien, cette proportion de maladies chroniques évolutives dans la population active, elle va continuer à augmenter et elle a dû atteindre cette année 25% de la population active, soit une évolution de 10% en 6 ans. Donc aujourd'hui, je vais m'arrêter là sur les chiffres, mais vous l'aurez compris, la prévention de la désinsertion professionnelle, c'est devenu une priorité à tous les niveaux. Premièrement, pour la société, parce que l'idée, c'est de diminuer le nombre de nouveaux cas annuels de licenciement pour inaptitude physique ou psychique qui arrivent chaque année. Deuxièmement, pour l'entreprise, pour maintenir la performance et les bonnes conditions de travail, comment l'idée là, c'est de travailler sur la prévention primaire, c'est-à-dire sur les facteurs de risque générateurs de risques professionnels, d'accidents du travail ou de maladies professionnelles. Et je vous renvoie pour ça à l'évaluation des risques pro et à sa transcription donc, dans le document unique d'évaluation des risques professionnels, dont l'objet est bien de supprimer, à défaut de limiter les facteurs de risque par la mise en place de mesures donc adaptées, efficientes pour les salariés, que ce soit des hommes ou des femmes. Et enfin, troisièmement, pour l'individu, pour lui éviter finalement une double peine, c'est-à-dire ajouter à la maladie ou à son handicap, en plus la perte de son employabilité. Donc, ça fait le lien avec le transparent qui suit, qui rappelle finalement la définition du maintien dans l'emploi, si tu veux bien passer sur le transparent d'après, comme étant finalement un processus d'accompagnement qui consiste à maintenir en emploi et de façon durable des personnes atteintes de maladie ou de handicap, et ceci dans des conditions qui doivent être compatibles avec leur état de santé. L'idée étant de les maintenir soit sur leur poste de travail ou sur un autre poste de travail, soit dans l'entreprise, soit dans une autre structure. Ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est la diversité des publics susceptibles d'être concernés par ce processus de maintien en et dans l'emploi. On pense d'abord naturellement aux bénéficiaires de l'obligation d'emploi en tant que travailleurs handicapés. Donc par là, on entend les salariés reconnus travailleurs handicapés par la Commission départementale des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, et pour qui la RQTH est accordée pour une durée limitée comprise entre 1 et 5 ans. On pense également aux victimes d'accidents du travail, de maladies professionnelles avec une incapacité permanente d'au moins 10% et titulaires d'une rente. Et enfin, aux titulaires d'une pension ou d'une carte d'invalidité ou encore de l'allocation d'adultes handicapés. J'insiste maintenant sur le fait que le concept de maintien dans et en emploi n'est aujourd'hui plus limité aux seules personnes bénéficiaires d'une RQTH, mais elle concerne aujourd'hui un public beaucoup plus large de salariés qui se retrouvent finalement en situation de handicap du fait de la dégradation de leur état de santé. Et on pense notamment à certains seniors, certains salariés en usure professionnelle ou encore donc atteints de maladies chroniques évolutives. Alors, dernière diapositive me concernant, je souhaite maintenant revenir sur plusieurs obligations réglementaires incombant donc à l'employeur en matière de maintien dans l'emploi. La première, c'est son obligation de préserver la santé physique et mentale de l'ensemble de ses salariés au regard des risques professionnels. La seconde, c'est la mise en place de mesures nécessaires, qu'elles soient techniques, organisationnelles ou de formation, en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives ou encore des travailleurs handicapés. La troisième, c'est l'obligation pour chaque structure, que ce soit de droit public comme privé, comptant au moins 20 salariés, d'employer des travailleurs handicapés dans une proportion de 6% de l'effectif salarié total ou effectif d'assujettissement. Et la quatrième, voilà, c'est obligation, ça concerne les entreprises uniquement d'au moins 50 salariés, par la mise en place de consultations obligatoires du CSE, notamment sur les aménagements rendus nécessaires justement en cas de désinsertion professionnelle de certains publics, notamment en accident du travail, maladie pro ou maladie chronique évolutive. Et enfin, la dernière, la cinquième, c'est une invitation à mieux prendre en compte la thématique du maintien dans l'emploi dans le cadre des négociations collectives pour les entreprises qui seraient assujetties à des accords portant notamment sur l'égalité professionnelle, la QVCT, la gestion des compétences, le télétravail et prochainement sur les salariés expérimentés de 50 ans et plus. Et je vous renvoie vers le replay du 18 novembre qui traitait de cette question des seniors. Vous l'aurez compris, un des enjeux donc de ce webinaire est de faire de la question du maintien en emploi un enjeu fort de prévention dans l'entreprise,
afin que la désinsertion professionnelle ne soit plus vue comme une fatalité qui conduit donc finalement inexorablement vers l'inaptitude de la personne. Donc, même si vous n'êtes pas concerné aujourd'hui par la problématique du maintien en emploi, vous pourriez éventuellement l'être demain. Et ce webinaire, il est vraiment destiné finalement à vous préparer au mieux en vous mettant à disposition un certain nombre d'acteurs et de dispositifs que vous pourrez mobiliser au travers du site du SIST PACA. Et je laisse la parole à Isabelle Bazin de la GFIP pour la suite. Merci beaucoup, Sandrine. Donc, je vais poursuivre rapidement en vous expliquant un petit peu comment est né le SIST PACA et notamment cet onglet maintien dans l'emploi dans lequel Virginie va rentrer plus en détail. Donc, en PACA, nous avons une charte régionale pour la coopération autour du maintien dans l'emploi qui est signée depuis 2007, qui se renouvelle tous les 5 ans. On est en train de renouveler la prochaine. Donc, elle est signée par tous les partenaires dont vous voyez les logos affichés, l'État, l'assurance maladie, régime général, régime agricole et régime maritime, mais aussi la GFIP, le réseau des Cap Emploi, qui s'occupe plutôt de la compensation du handicap, et également les services de prévention en santé-travail qui sont représentés par présence. Donc, sont invités aussi d'autres partenaires que vous voyez affichés à l'écran. Cette charte, elle a plusieurs objectifs, si tu peux avancer, Virginie. Elle a pour objectif donc de permettre à tous ces acteurs-là de collaborer mieux et de façon plus efficace, de mettre en synergie leurs actions et d'améliorer par là, du coup, les parcours des salariés ou des travailleurs indépendants. L'idée, c'est bien que tous ces acteurs ont des offres de services multiples, variées, avec différents outils. On a donc tous ces partenaires qui ont signé la charte qui se sont rendus compte de ça. On a également les partenaires sociaux qui nous ont fait remonter ces problématiques-là. Le maintien dans l'emploi, c'est complexe. Chaque institution a ses propres outils, a son propre fonctionnement. On ne sait pas à qui on doit s'adresser lorsqu'on a une inaptitude ou un avis médical avec des restrictions quand on est une entreprise. Et donc, tout ça, on s'est dit, c'est vrai que c'est quand même complexe. Nous, on est dedans, on sait qui fait quoi, mais pour vous, entreprise, c'est très compliqué. Donc, on a souhaité, tous ces partenaires de la charte, créer un outil simple qui regroupe toutes les informations sur le sujet notamment du maintien dans l'emploi, que cet outil soit accessible à tous, qu'il soit aussi bien utile pour les professionnels de santé, les médecins généralistes, les médecins du travail, infirmiers, etc., mais aussi qu'un salarié puisse s'y retrouver ou un employeur puisse s'y retrouver dès lors qu'il se questionne sur qui je dois contacter, de quelles aides je peux mobiliser. Voilà, et c'est un outil qui est à la fois à destination donc des salariés affiliés au régime général, mais aussi des agents de la fonction publique, puisque vous allez voir juste après par Virginie qui va vraiment rentrer dans la présentation concrète de cet outil. Et je crois que c'est pour ça que vous êtes là, donc je lui laisse la parole. Merci Isabelle. Donc quelques mots effectivement sur le SIST PACA et pourquoi du coup cet outil est disponible sur le site du SIST PACA. Le SIST PACA, c'est un dispositif qui existe depuis plus de 20 ans. Il a été créé en 2004. Il est actuellement financé par l'ARS, la DRETS, la GFIP et le FIP. C'est un dispositif qui est, dans un premier temps, destiné aux professionnels de santé pour leur apporter des réponses à leurs questionnements sur la santé au travail, notamment sur toutes les questions de reprise du travail, sur la désinsertion professionnelle de leurs patients, dès lors qu'il y a un problème de santé qui va engendrer des difficultés au travail. Donc, sur la partie maintien en emploi de ce dispositif-là, on l'a élargi donc également aux acteurs de l'entreprise, aux employeurs, aux acteurs du maintien en emploi, etc. L'idée, c'était effectivement de créer un outil vraiment simple d'accès et accessible à tous. Quelques mots quand même sur le dispositif de SIST PACA et comment il fonctionne. Donc, c'est un groupe de travail pluridisciplinaire qui se réunit une fois par mois et qui réunit des professionnels de la santé au travail, de la santé publique. Et les travaux de ce groupe de travail permettent du coup d'une part d'alimenter un site internet, qui est le site du SIST PACA qu'on va vous présenter aujourd'hui,
Et d'autre part, d'animer, de développer, d'organiser aussi des formations et des séances d'information, de sensibilisation sur les thématiques de santé au travail et maintien en emploi vers les professionnels de santé. Mais pour ce qui concerne le maintien en emploi, on va aussi vers les employeurs et vers les représentants du personnel, etc. Donc le mieux, c'est que j'aille directement sur le site du SIST-PACA pour vous montrer concrètement comment y aller et comment utiliser cet outil. Donc je vais juste faire une petite manipulation. Vous me dites si vous ne me suivez pas. Donc voilà, pour accéder au site du SIST-PACA, vous avez juste à taper sur votre navigateur internet SIST-PACA. Vous cliquez dessus et vous allez tomber donc sur cette page d'accueil. Ensuite, vous allez voir, il y a 2 onglets qui concernent, du coup, qui sont plutôt dédiés aux professionnels de santé, où on a mis à disposition des fiches conduite à tenir par maladie, par exposition, et aussi on les accompagne dans la déclaration maladie professionnelle. Donc ça ne nous concerne pas aujourd'hui, ce webinaire ne concerne pas du coup ces onglets-là aujourd'hui, mais voilà, l'onglet maintien en emploi, où vous allez retrouver 2 rubriques. Une rubrique qui concerne du coup l'outil d'information pour les affiliés au régime général, donc pour le secteur privé. Et puis il y a un deuxième outil qu'on a présenté l'année dernière. Donc si vous voulez aller un peu plus loin, on l'a présenté lors d'un webinaire, lors de la SEPH également l'année dernière. Donc il est disponible en replay sur le site du SIST-PACA, où on a créé le même genre d'outil d'information sur le même format. Puis quelques mots avant de vous présenter la rubrique maintien en emploi, on a une boîte à outils où vous trouverez notamment un annuaire santé-travail où on a réuni les coordonnées des services de santé au travail, les institutions qui travaillent sur la santé au travail dans la région PACA, avec la possibilité de filtrer par département. Donc vous allez retrouver les coordonnées des services de prévention et santé au travail par département en région PACA, mais aussi les coordonnées du service social d'assurance maladie par département, de Cap Emploi, etc. Après, vous avez aussi des cas pratiques. C'est une rubrique nouvelle cette année où on a mis à disposition des cas pratiques. Donc, vous pouvez retrouver aussi des cas, des exemples de maintien en emploi sur différentes pathologies. Et puis voilà, d'autres outils également à disposition. Donc, pour revenir sur notre rubrique maintien en emploi, donc vous allez cliquer sur régime général et là, on va vous présenter les 3 pages. Donc, la première page concerne les acteurs du maintien en emploi. La deuxième page regroupe les parcours, des exemples de parcours de maintien en emploi de votre salarié. Et la troisième page concerne les outils de maintien en emploi. La quatrième page, elle est plutôt dédiée aux professionnels de la santé. On ne va pas la voir aujourd'hui. Donc, on va vous présenter chaque page assez rapidement. Donc, la première page concerne les acteurs. Vous allez trouver cette roue, ce schéma qui est une roue des acteurs du maintien en emploi. Donc, vous voyez qu'on a mis le salarié au cœur de cette roue, puisqu'effectivement, il faut qu'il soit acteur de son parcours de maintien en emploi, son parcours de vie professionnelle, de santé, etc. Puis, gravitent autour de lui 4 grandes familles de maintien en emploi. Donc, vous avez la famille des acteurs du soin, où vous allez retrouver les professionnels de santé, le médecin traitant, qui vont avoir un rôle, qui sont souvent le premier maillon de ce parcours de maintien dans l'emploi, qui vont avoir un rôle clé dans l'orientation vers les différents acteurs du maintien en emploi. Ensuite, vous avez la deuxième famille donc de l'assurance maladie, qui réunit les assistantes sociales, médecins conseils, le service administratif, service des préventions et risques professionnels. Vous avez la famille en vert, donc des acteurs experts dans la compensation du handicap au travail, avec Cap Emploi, la Maison départementale des personnes handicapées, la GFIP et le FIP. Et enfin, la grande famille des acteurs de l'entreprise, où vous allez trouver donc l'employeur, des RH, les représentants du personnel, le référent handicap dans les grandes boîtes, et bien sûr le médecin du travail qui va, lui, graviter et se coordonner avec les différents acteurs du maintien en emploi. Ensuite, pour aller plus loin, si vous voulez avoir un peu plus d'informations sur chaque acteur, on a créé des fiches synthétiques par acteur qui résument le rôle de chacun dans le maintien en emploi. Donc, vous allez retrouver ces informations sur ce document-là. Le mieux, c'est de télécharger. Vous allez avoir voilà, une meilleure visibilité. Donc, voilà, ce document-là, vous allez retrouver donc notamment la roue des acteurs qui devient du coup interactive et vous pouvez cliquer du coup sur un des acteurs et vous allez avoir accès à la fiche synthétique qui va résumer du coup le rôle de cet acteur, les missions dans le maintien en emploi, comment le solliciter, qui peut le solliciter, quand on peut le solliciter. Voilà, donc après, on va vous présenter quelques fiches. La personne n'est pas venue. Ah, je suis en Et merci de couper vos micros. Je cherche le micro et je l'ai trouvé.
Voilà, donc vous avez plusieurs fiches sur les différents acteurs euh, qui résument voilà, les rôles de chacun. Donc je vais passer maintenant la parole à notre médecin du travail, Laurence, qui va vous présenter du coup les rôles et missions du médecin du travail, quand et comment le solliciter, qui peut le solliciter, etc. Merci Virginie. Donc effectivement, le médecin du travail alors intervient dans tous les secteurs d'activité agricole, public, privé. On se concentre sur le privé aujourd'hui, donc avec deux types de services, hein, les autonomes où le médecin est salarié de l'entreprise, sont les entreprises plus de 500 salariés, et les SPSTI, donc les services interentreprises, où le médecin est mutualisé avec plusieurs employeurs, donc en général de moins de 500 salariés. Donc, le médecin du travail est un médecin de prévention. Il va travailler en équipe. Donc, son but, c'est d'éviter l'altération de la santé des travailleurs du fait de leur travail. Il va travailler avec donc des assistantes médicales, des infirmiers, des intervenants en prévention des risques professionnels qui vont être des préventeurs, des CPRP aussi, des conseillers en prévention des risques professionnels. Et avec toute cette équipe, il va pouvoir faire de la prévention dans un premier temps, donc à travers les visites médicales, donc des visites d'embauche, des visites périodiques. Donc, il fait le suivi médical, vérifie, navigue entre les deux, excusez-moi, je suis toujours comme ça. Il navigue, il fait les visites périodiques et embauche pour détecter d'éventuelles problématiques de santé. Et donc, ça, il le fait avec les infirmiers. Donc, ensuite, il peut aller sur le terrain en faisant des études de poste, en participant aux réunions, notamment les CSSCT. Et donc, il est conseiller de l'employeur, du salarié, des représentants du personnel. Et son but, c'est de faire en sorte qu'on puisse trouver, faire de la prévention des risques professionnels, donc tout risque, chimique, biologique, etc. Son autre rôle, c'est évidemment dans la prévention de la désinsertion professionnelle, le maintien en emploi. Et donc là, il devient un acteur central. Il va pouvoir effectuer des études de poste un peu plus spécifiques cette fois-ci pour pouvoir trouver des aménagements, pour pouvoir proposer peut-être des reclassements en interne, pour pouvoir proposer des solutions d'organisation de travail qui vont pouvoir soulager et faciliter le maintien en poste des salariés. Et il va pouvoir s'appuyer notamment sur les cellules de la prévention de la désinsertion professionnelle, qui sont de nouvelles équipes créées depuis 2021 pour venir travailler notamment sur les situations plus complexes. Et ces cellules ont notamment pour but de développer un partenariat un peu plus important, notamment avec les services sociaux de la CARSAT, avec la GFIP et Cap Emploi, avec les experts de compensation du handicap ou avec des organismes de bilan de compétences et de formation. Et le but, c'est de pouvoir trouver des solutions de maintien, certes, dans le poste, dans l'entreprise, mais pouvoir aussi accompagner les salariés à l'extérieur de l'entreprise quand on ne peut plus trouver de solution sur l'entreprise d'origine. J'aimerais revenir, alors on va travailler tout à l'heure sur les différentes visites. Je vais juste parler ici de la visite mi-carrière, qui est un outil qui a été aussi créé, mis en place depuis 2021. C'est une des visites prévention, effectivement, qui est importante, qui est aujourd'hui peu utilisée. Elle doit se faire au plus tard à la 45e année, donc entre 43 et 45 ans pour le salarié. Elle a pour but de faire un point d'étape, un état des lieux entre l'état de santé, l'adéquation avec le poste de travail, et puis aussi une projection du salarié sur son futur. Est-ce que je me vois être dans ce poste jusqu'à ma retraite? Est-ce que je peux tenir ce poste? Est-ce que j'ai envie d'évoluer professionnellement, etc. Et à ce moment-là, on va pouvoir notamment parler des outils d'évolution professionnelle. Pour les autres visites, on les verra tout à l'heure. Je veux juste revenir aussi sur les travailleurs indépendants. Donc, en fait, aussi depuis 2021, il y a une grosse réforme et il y a notamment la possibilité pour les travailleurs non salariés, donc employeurs non salariés, travailleurs indépendants, profession libérale, d'adhérer à un service de santé au travail pour pouvoir accéder à tout ce dont je viens de parler, pour pouvoir éviter la désinsertion professionnelle aussi de ces personnes-là. Comment on sollicite le médecin du travail? On l'appelle, on trouve ses coordonnées sur site. Donc, c'est un affichage obligatoire dans les entreprises. Vous pouvez aussi demander aux membres du CSE, au RH.
Si vraiment on ne trouve pas de solution, vous avez l'inspection du travail et le SIST PACA, comme l'a dit tout à l'heure Virginie, permet de retrouver les annuaires. Ce qui est important, ah oui, bah, évidemment, vous avez des fiches normalement d'aptitude. Hein. Donc, à l'embauche, vous avez le nom du médecin du travail ou au moins le service de santé au travail qui s'occupe de la personne. Voilà. Merci Laurence. Oui, merci. On voulait juste vous présenter, on va pas on va pas vous présenter toutes les fiches. Et voilà, on voulait vous présenter aussi rapidement la fiche employeur, voilà, qui résume les rôles et missions dans le maintien en emploi de l'employeur. Comme quoi, effectivement, c'est un acteur incontournable dans le maintien en emploi de son salarié. Et puis voilà, juste pour représenter cette fiche, on reviendra sur ce rendez-vous de liaison un peu plus tard dans les parcours. Donc maintenant, on va vous présenter la deuxième page qui concerne le parcours de votre patient salarié. Donc on a créé 2 schémas parcours qu'on va vous présenter. Donc le premier schéma, c'est un schéma d'un salarié en arrêt de travail. Le deuxième schéma, c'est un salarié dont l'état de santé s'aggrave, il n'est pas forcément en arrêt de travail long. Et on va vous présenter du coup ces 2 schémas un peu plus détaillés. Donc là, je vais passer la parole à Géraldine qui va vous commenter ce schéma. Merci. Oui, donc tu l'as dit, on a mis en place 2 schémas dans le cadre du SIST PACA, à la fois pour avoir un visuel aussi des temps forts d'un parcours d'un salarié qui serait atteint d'une pathologie et qui aurait une situation de maintien dans l'emploi ou de prévention de la désinsertion. L'idée, c'est de mettre en lumière en fait l'ensemble des acteurs qui vont intervenir dans la prise en charge de cette situation. C'est un schéma interactif. Si vous cliquez sur médecin traitant, vous allez y retrouver par la suite sa fiche. Et on a vraiment voulu mettre Enfin, l'idée, c'est de mettre en dynamique l'ensemble de ces acteurs qui travaillent bien sûr ensemble et qui sont organisés avec le premier des acteurs qui est le médecin traitant. C'est souvent lui qu'on va voir parce que le médecin traitant est à la fois le médecin du soin et le médecin confident. Et lorsqu'il détecte une situation compliquée, il peut mettre la personne en arrêt de travail, mais aussi envisager peut-être la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Mais il a un axe fort aussi, c'est de se saisir de cette situation pour adresser rapidement son patient vers le médecin du travail en visite de pré-reprise. Parce que la visite de pré-reprise va avoir un rôle à jouer dans la préparation du retour à l'emploi. Le deuxième acteur que la personne peut rencontrer, c'est le service médical de l'assurance maladie, donc le médecin conseil, qui, à l'occasion d'un contrôle du bien fondé de l'arrêt de travail, lui aussi a une mission de prévention de la désinsertion, parce qu'il peut aussi également orienter le patient, le salarié ou l'assuré social vers le médecin du travail pour préparer son retour à l'emploi. L'idée, c'est que ces 3 acteurs médicaux doivent s'articuler pour pouvoir proposer des solutions de maintien dans l'emploi. L'employeur aussi a un rôle à jouer aujourd'hui dans la détection de la prévention de la désinsertion professionnelle et du maintien dans l'emploi au travers du rendez-vous de liaison. Alors, ce n'est pas un rendez-vous médical, mais aujourd'hui, dans le cadre de la dernière réforme de la santé au travail, l'employeur a la possibilité de convier son salarié à un rendez-vous de liaison. Le salarié peut bien sûr refuser ce rendez-vous de liaison, mais le rendez-vous de liaison reste un outil informatif pour l'employeur auprès de son salarié et pour continuer à avoir des liens avec un salarié en arrêt de travail, pour l'informer justement sur l'existence de la visite de pré-reprise et qui peut permettre de travailler et de travailler en précocité sur le retour à l'emploi. On voit aussi que durant l'arrêt de travail, l'assistance sociale de l'assurance maladie a un rôle important à jouer, à la fois parce qu'elle peut être saisie par le service médical de l'assurance maladie dans le cadre de la détection de problématiques de maintien dans l'emploi et de prévention de la désinsertion professionnelle, et au travers la réalisation d'un bilan psychosocial et aussi sur la mobilisation des outils de la prévention de la désinsertion. Cap Emploi restera aussi un outil qui peut être, enfin,
un acteur qui pourra être saisi tout au long du parcours, à la fois en arrêt de travail et également pour la poursuite à l'issue de l'arrêt de travail pour travailler sur la compensation de la problématique santé dès lors que les personnes sont bénéficiaires de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés. Si on n'anticipe pas, si on ne travaille pas en précocité, après ça va très vite. C'est-à-dire que il y a une visite de reprise et soit on a travaillé un peu sur le maintien dans l'emploi ou le reclassement professionnel. Sinon, on peut basculer rapidement sur un licenciement pour inaptitude et un reclassement externe. Donc, je donne la parole à Laurence qui va repréciser la visite de pré-reprise et le rendez-vous de liaison. Alors, la visite de pré-reprise, effectivement, c'est une des visites les plus importantes. Elle doit se faire dès qu'on pense que l'état de santé ne permettra pas de revenir sur le poste tel qu'il est prévu. Donc, elle se fait pendant l'arrêt de elle est possible, on peut la mettre en place dès 30 jours d'arrêt. Voilà. Il faut qu'elle soit demandée soit par le salarié. En général, elle est demandée par le salarié. L'employeur ne peut pas la demander. Donc, c'est le salarié qui a la main. Le médecin traitant, le médecin du travail et le médecin conseil ont aussi la main sur cette visite. Elle est utile parce qu'elle permet de faire un état des lieux, de faire le point sur la situation médicale du salarié. Le médecin du travail pouvoir prendre connaissance de tous les documents et pouvoir évaluer les possibilités de reprise ou pas. Même si elle est faite trop tôt, ce n'est pas grave. Ça permet quand même aux salariés de pouvoir avoir des informations sur les outils qui peuvent être développés pendant l'arrêt. Il y en a beaucoup, on va en parler de certains tout à l'heure. On peut faire des mises en situation, on peut faire des bilans de compétences, on peut, alors évidemment, des études de poste, on peut commencer à proposer des aménagements de poste. Donc, elle est très importante et c'est celle qui va permettre aussi de contacter l'employeur suffisamment tôt avant la reprise. Donc, elle prépare la reprise. Si le salarié refuse que le médecin du travail contacte l'employeur, effectivement, il n'y aura pas de contact. Mais l'intérêt d'une visite de pré-reprise est justement de pouvoir anticiper les choses. A priori, quand il y a une problématique d'adéquation entre le poste de travail et l'état de santé, il vaut mieux qu'on puisse en discuter en amont avec l'employeur pour pouvoir l'aider lui aussi à mettre en place les aménagements prévus. Voilà, sur la visite de pré-reprise, c'est à peu près tout. Et effectivement, tout à l'heure, Géraldine a parlé du rendez-vous de liaison. Depuis 2021, la loi a donné à la main de l'employeur cette possibilité de proposer un rendez-vous au salarié. Alors, le salarié peut aussi demander ce rendez-vous. L'intérêt, c'est un peu le même principe que la visite de pré-reprise, mais effectivement, il y a l'employeur dans la boucle, c'est lui qui le propose, c'est le salarié qui le propose, et le service santé au travail peut y être associé. Et de nouveau, le but, c'est de remettre du lien entre le salarié et l'employeur et de lui donner des informations sur tous ceux qui pourraient être mis en place pour l'aider à revenir en emploi. Donc, les aménagements de poste, je reviens là-dessus. La visite de pré-reprise, elle doit être évoquée à ce moment-là aussi. Informer le salarié qui peut rencontrer le médecin du travail. J'ai oublié de dire que la visite de pré-reprise ne donne lieu à aucun avis. C'est-à-dire que ça se fait pendant un arrêt, donc le contrat est suspendu. Il n'y a pas de prise de décision. Et ce n'est pas parce qu'on fait une visite de pré-reprise qu'on doit reprendre le travail. Elle est là pour vraiment réfléchir à comment mettre en œuvre le retour à l'emploi. Voilà. Et le rendez-vous de liaison se fait aussi dans les 30 jours, peut se faire dès 30 jours d'arrêt de travail. Merci Laurence. Maintenant, du coup, Oui, j'en profite, nous avons une petite question, je vous la relais tout de suite. Savoir quelle est la démarche que le salarié peut effectuer afin de pouvoir bénéficier d'une visite de pré-reprise si son employeur ne cotise pas à la médecine du travail. Alors, l'employeur est obligé de cotiser au service de santé au travail. Voilà, c'est une obligation. Donc, s'il ne cotise pas, il se rapproche de son employeur en lui disant « Bonjour, il faut cotiser ». Et puis, si vraiment il ne cotise pas, il faut aller voir l'inspection du travail. Ok, Voilà. merci Laurence. Donc maintenant, on va vous présenter le deuxième schéma qui est disponible sur le site du SIST PACA. C'est un schéma d'un parcours d'un salarié qui est pas en arrêt de travail long, mais son état de santé s'aggrave. Et voilà, pour vous. Et du coup, je vais passer la parole à Géraldine qui va vous présenter ce nouveau schéma.
Donc, c'est plutôt un schéma classique, en fait. Et un salarié qui a un problème de santé ou son état de santé s'aggrave, ben, en général, il va directement voir son médecin traitant. Et l'idée, c'est que on oublie souvent, le médecin traitant, il oublie souvent d'envoyer vers la visite à la demande, en fait, auprès du médecin du travail pour éviter justement que ça devienne, enfin, ça se sinistrose, en fait. Et donc, il faudrait informer tout de suite le médecin du travail d'une problématique santé pour anticiper la possibilité de bénéficier d'aménagement de poste ou de commencer à travailler sur un reclassement professionnel, tout comme l'employeur, pour faire connaître en fait ces problématiques et anticiper les adaptations de poste. L'idée aussi, c'est que le médecin du travail, il va activer avec le réseau, donc travailler avec l'employeur et travailler aussi, si c'est nécessaire et si la personne relève d'une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ou qu'il a un autre titre de bénéficiaire de l'obligation d'emploi, Cap Emploi pourra intervenir également pour travailler sur l'aménagement du poste et le reclassement professionnel. Donc c'est un peu le schéma, c'est le schéma idéal. Un problème de santé survient ou un problème de santé s'aggrave, on voit le médecin traitant, on envisage si c'est nécessaire la reconnaissance, c'est pas forcément systématique, et directement on saisit le médecin du travail sur une visite à la demande par l'employeur. Et du coup, je repasse la parole à Oui. Laurence pour expliquer la visite à la demande. Donc, oui, pour préciser, alors la visite à la demande, par contre, elle donne lieu à un avis, dire qu'elle se fait pendant que le salarié est en poste. Ça veut dire que derrière, s'il y a un aménagement de poste à prévoir, ça sera noté. S'il y a une mise en place d'aménagement organisationnel aussi. Elle a de nouveau pour but de faire le point sur l'état de santé et derrière, en général, elle donne lieu aussi à des études de poste. Donc, le médecin du travail ou un membre de son équipe va se déplacer en entreprise pour rencontrer l'employeur, évaluer les conditions de travail et voir s'il y a des propositions qui peuvent être mises en place pour aménager le poste de travail. Elle est importante, c'est aussi une des grandes visites de la prévention de la désinsertion professionnelle, elle se situe en amont de l'arrêt de travail. Et là, on peut s'appuyer grandement sur les managers qui sont souvent les personnes celles qui sont les plus en contact, proches avec leurs salariés, qui peuvent repérer des changements. Le médecin traitant, effectivement, peut repérer. Il faut poser des questions, des changements d'humeur, des difficultés sur le poste de travail, un travail qui est moins bien réussi, des relations qui se dégradent. On peut avoir des retours aussi via les collègues de travail, via les représentants du personnel. Il faut être à l'écoute de tous ces signes, des absences répétées, des petits arrêts. Voilà, tout ça sont des signes qu'il y a quelque chose qui ne va pas et il faut penser effectivement à solliciter le médecin du travail. Alors, le salarié a la main là-dessus, mais l'employeur a la main aussi sur des visites à la demande. Il peut très bien demander et en informer le salarié. Normalement, il fait un premier entretien avec le salarié pour faire un point et en tout cas parler de ce qu'il lui a pu repérer et demande une visite médicale pour vérifier qu'il n'y a pas une problématique santé qui viendrait interférer avec le poste de travail. Si c'est l'employeur qui demande cette visite, le salarié sera dans l'obligation de s'y présenter. Voilà, elle donne mieux un avis, celle-là. Alors, elle se fait, quand le salarié la demande, normalement, il doit passer par son employeur pour prendre la visite. Alors, l'employeur ne peut pas le lui refuser, mais c'est juste une question organisationnelle puisqu'elle va se faire pendant le temps de travail en général. Et du coup, pour une question d'organisation, l'employeur va valider la date la date du rendez-vous, tout simplement. Voilà. Merci Laurence. Ouais, merci Laurence. Donc pour récapituler, vous trouverez ce document qui résume du coup finalement les deux pages, la page sur les acteurs et la page sur les parcours, où vous trouverez du coup les fiches synthétiques sur les acteurs du maintien en emploi et sur les différentes étapes clés et également les parcours, enfin les trois schémas qu'on a vus ensemble. Maintenant, on va vous présenter la page sur les outils. On va basculer sur les outils de maintien en emploi.
Donc là, vous trouverez donc, dans un premier temps des éléments introductifs sur voilà, ces outils-là, comment quand ils doivent être mobilisés, pour qui, la définition des bénéficiaires de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés. Mais surtout, du coup, vous avez donc ce tableau-là où on a classé les différentes aides, dispositifs, accompagnements à mobiliser selon le statut du patient. Donc là, vous pouvez voir plusieurs cases de différentes couleurs et du coup, là, vous avez par exemple en orange à disposition les aides mobilisables pendant l'arrêt de travail. Donc après, en vert, il y a les aides disponibles à la fin de l'arrêt de travail. Ensuite, vous avez les aides à mobiliser à la reprise de l'activité, en bleu dans le cadre de la compensation du handicap, en rose dans le cadre d'aide au changement de poste. On a aussi classé les aides pour les demandeurs d'emploi et puis vous avez en orange ou jaune les prestations sociales ou aides financières disponibles à tout moment. Donc, on va faire des petits zooms sur différentes aides. Mais voilà, si vous voulez aller un peu plus loin, vous téléchargez le tableau. Là, vous allez avoir accès du coup aux aides à mobiliser pendant l'arrêt de travail. Donc, vous allez trouver ce tableau-là qui résume les différentes aides et qui les décrit de façon assez simplifiée. Donc, le public éligible, quel est le public éligible pour cette aide-là, quel est le financeur, qui peut la demander, est-ce qu'il nécessite un accord ou une démarche préalable, et s'il y a une fiche ou un formulaire à, à- à télécharger, donc on le met aussi à disposition sur cette colonne-là. Donc maintenant, on va vous présenter, je vais passer la parole à Mounia qui va vous présenter une aide mobilisable pendant l'arrêt de travail. Merci Virginie. Bonjour à toutes et à tous. Donc, comme l'ont dit nos partenaires, il y a plusieurs possibilités lorsqu'on est en arrêt de travail et qu'on rencontre une difficulté. On a décidé aujourd'hui de faire un focus sur l'essai encadré, qui est une mesure qu'on utilise assez bien sur l'ensemble de la région. Donc, l'essai encadré, c'est un dispositif qui est proposé par l'assurance maladie pour accompagner les salariés en arrêt de travail et, comme on l'a dit, qui risquent une désinsertion professionnelle. Donc, pour ce dispositif, comme pour tous les autres dispositifs, il y a pour moi deux éléments fondamentaux, à savoir la concertation avec les partenaires, comme l'ont dit voilà, les personnes qui sont intervenues, et aussi intervenir tôt dans la situation, puisque voilà, au plus on arrive tôt et au plus on peut mettre en place des choses avec les partenaires et l'assuré. Donc, l'objectif de l'essai encadré, c'est tester la faisabilité d'un retour à l'emploi ou d'une reconversion en toute sécurité. Concrètement, l'essai encadré permet à un salarié en arrêt de travail de tester un poste, soit dans son entreprise, soit dans une autre entreprise, tout en conservant ses indemnités journalières. C'est une phase préparatoire qui évite les ruptures brutales et qui, en général, favorise l'intégration ou la réintégration professionnelle. Donc, ce dispositif s'adresse aux salariés en CDD, en CDI, en intérim, qui sont indemnisés par la Caisse primaire d'assurance maladie, que ce soit pour un arrêt de travail maladie, accident de travail ou maladie professionnelle. Bien entendu, il nécessite l'accord de tous les médecins dont on a parlé précédemment, à savoir le médecin traitant, le médecin conseil, le médecin du travail, et l'employeur a un rôle aussi fondamental dans ce dispositif. L'essai encadré dure 14 jours ouvrables, donc il peut être fractionnable et il peut être renouvelé une fois, donc on peut aller jusqu'à 28 jours maximum. Il se déroule soit dans l'entreprise d'origine, soit dans une autre structure, pour en général tester un poste. Il y a un tuteur qui accompagne le salarié et, comme je vous l'ai dit, la CPAM continue à verser les indemnités journalières. Donc il n'y a aucun coût supplémentaire pour l'employeur. En résumé, l'essai encadré, c'est une opportunité pour tester, pour ajuster et on espère réussir le retour à l'emploi d'un assuré en toute sécurité. Et je vous remercie. Merci Mounia. Maintenant, on voulait vous présenter du coup une aide disponible, enfin mobilisable à la fin de l'arrêt de travail. Du coup, je vais passer la parole à Laurence qui va vous présenter le temps partiel thérapeutique. Voilà. Est-ce qu'on peut couper juste Voilà, je cherche le micro. Merci. Je vais le trouver. C'est bon.
Ok. Donc, le temps partiel thérapeutique, hein, c'est un outil qui est très utilisé, qui est un arrêt de travail, mais à temps partiel, ou qui est une reprise de travail à temps partiel. Bon, dans les faits, on est vraiment en arrêt de travail quand on est à temps partiel thérapeutique. C'est bien le médecin traitant qui prescrit l'arrêt. Et deux façons de le prescrire, soit il fait suite à un arrêt de travail, il peut potentiellement faire suite à un essai encadré, hein, ça peut être une des décisions à prendre, mais il peut aussi être mis en place alors que le salarié est en poste à temps plein. Tout simplement parce que, par exemple, au décours d'une visite à la demande, il vient voir le médecin du travail et on se rend compte que le travail à temps plein est compliqué à tenir. Il y a un besoin de passer sur un temps partiel. Le but du temps partiel thérapeutique, quand il sort de l'arrêt par exemple, c'est de revenir à temps plein, mais de façon progressive. Le salarié va avoir une visite auprès du médecin, donc il fait une prescription, c'est le médecin du traitant, donc il prescrit l'arrêt. Le salarié va rencontrer le médecin du travail qui va valider le temps partiel et qui va valider le temps de travail. En général, on commence sur un mi-temps du temps travaillé habituellement. La partie du temps travaillé est pris en charge, donc la rémunération est prise en charge par l'employeur et le reste du temps est pris en charge par l'assurance maladie. Parce que comme je vous ai dit, c'était un arrêt. Il peut faire arriver suite à un arrêt pour accident du travail, maladie professionnelle ou maladie tout court. L'intérêt du temps partiel thérapeutique, c'est de tester. Alors, on n'est plus trop dans le test puisque le salarié, pour le coup, est là et doit travailler. Dans l'essai encadré, il est là en plus de l'équipe qui est en place. Là, il va devoir travailler. On peut alléger en parallèle le poste de travail. Donc, on peut rajouter là-dessus de l'organisation et de l'aménagement technique, par exemple. L'intérêt, c'est par exemple de mettre en place quand tu as une poursuite de soins, des kinés, par exemple, qui sont en cours. On a besoin de temps pour aller faire de la kiné. Quand on est sur des arrêts longs, suite à des cancers, par exemple, et qu'on a une fatigabilité importante et que le temps partiel thérapeutique permet de revenir doucement dans l'entreprise. Le médecin du travail fait en général un suivi, c'est-à-dire qu'il faudrait faire une étape souvent entre le moment où le salarié reprend à mi-temps et le moment où il va reprendre à temps plein. On peut faire une étape, par exemple, avec un passage à 60-70% si l'organisation le permet dans l'entreprise. Puisque quand le salarié est à temps partiel, en général, sur le temps non travaillé, il est remplacé par quelqu'un d'autre. Donc, du coup, ça a des vases communicants. Quand le salarié augmente son temps partiel thérapeutique, la personne en face, elle diminue son temps de travail. Il peut s'organiser de toutes les manières possibles. Il peut se faire sur des demi-journées, un jour sur deux, tout dépend du poste de travail. Si par exemple, on prend une infirmière qui travaille de nuit, on ne va pas diviser la nuit en deux. En général, l'infirmière vient travailler toute la nuit, mais effectivement, elle fait moins de temps de travail sur le mois ou sur la semaine. Voilà, je crois que j'ai rien oublié sur le temps partiel thérapeutique. Donc, je reste dispo pour les questions. Merci Laurence. Et du coup, on voulait également, donc je vais passer la parole à Isabelle, qui va vous donner quelques exemples d'aides mobilisables à la reprise de l'activité dans le cadre de la compensation du handicap. Alors, tout d'abord, sur l'aide que je vais vous présenter, on est sur un aménagement du poste de travail financé par l'AGEFIP. Donc, juste un petit rappel, les financements AGEFIP sont accordés aux personnes qui ont la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ou qui ont une demande en cours. Alors, on a souvent tendance à résumer la RQTH délivrée par la Maison départementale des personnes handicapées, mais dans les reconnaissances, nous avons également l'allocation adulte handicapé, la carte mobilité inclusion aussi délivrée par la MDPH. Donc, la MDPH peut délivrer 3 titres de bénéficiaires de l'obligation d'emploi. Donc, la RQTH, c'est de l'allocation adulte handicapé et la carte mobilité inclusion, mais on a également la rente accident du travail ou la pension d'invalidité qui sont délivrés par la sécurité sociale. Donc tous ces titres-là valent titre de bénéficiaire de l'obligation d'emploi de travailleur handicapé et donc les personnes qui les possèdent peuvent mobiliser l'AGEFIP. Voilà, c'était juste une petite intro. Donc, pour mobiliser, par exemple, l'aide à l'aménagement des situations de travail, il faut que l'employeur contacte son service de prévention en santé-travail, son médecin du travail, pour venir étudier le poste et voir les aménagements possibles. Donc, quelquefois,
Comme le disait Laurence tout à l'heure, le médecin du travail fait également appel à Cap Emploi, qui est un expert de la compensation et qui va pouvoir étudier s'il y a besoin d'un aménagement plus organisationnel, plus humain, avec une aide d'une tierce personne, par exemple, ou plus formatif. Des fois, une formation peut permettre de rebondir justement sur un poste plus adapté, ou un aménagement technique. S'il s'agit d'un aménagement technique derrière, effectivement, ensuite, on peut rechercher du matériel et financer ce matériel. Si la situation est très complexe, donc il y a le médecin du travail, le Cap emploi, et que malgré tout, on est sur une situation complexe, Laurence disait, il y a la cellule PDP, prévention de la désinsertion professionnelle du service de santé au travail qui peut être mobilisée, mais on a aussi des outils financés par la GFIP avec des experts par déficience. Donc, on a un expert sur la déficience motrice, auditive, mentale, psychique et les troubles du neurodéveloppement. Donc, dans chaque département, la GFIP finance ces experts-là qui peuvent donc être mobilisés pour aller voir des situations très spécifiques, complexes sur ces types de déficiences. Après, si on a aussi besoin d'un regard plus global du poste de travail de la personne, on peut faire appel à un ergonome. Donc là aussi, on a des ergonomes qui sont labellisés et qui peuvent être mobilisés pour étudier le poste sur des situations complexes. Dans tous les cas, qu'on ait fait appel à ces experts ou pas, il faut une validation du médecin du travail qui va bien préciser quels sont les aménagements possibles. Et à ce moment-là, un dossier peut être monté à l'AGFIP pour financer ces aménagements qui relèvent de la compensation du handicap. Donc l'AGFIP ne va financer que la part qui relève de la compensation du handicap. On va étudier sur chaque type de matériel s'il y a un gain de productivité grâce à ce matériel, si ce matériel va permettre d'améliorer les conditions de travail ou va permettre d'augmenter le patrimoine de l'entreprise, ou si ce matériel va être utilisé par plusieurs personnes. Et avec tous ces calculs-là, on arrive sur une quote-part qui relève de la compensation du handicap et qui sera financée par l'AGFIP. Avant-dernier point, si la personne est en CDD ou en intérim ou en saisonnier et que du coup, on ne va pas financer du gros matériel alors qu'on sait qu'elle ne va pas rester, on a depuis quelques années mis en place une plateforme de prêt de matériel. Donc, il y a du matériel qui peut être prêté dans l'entreprise pendant la période de formation, de CDD ou d'intérim de la personne. Donc, là aussi, sachez que c'est quelque chose qui peut être mobilisé. Ce matériel peut aussi être prêté pour faire des tests, pour vérifier si cet aménagement est vraiment adapté avant que la GFIP finance l'aménagement à l'entreprise. Voilà, et mes deux derniers points qui ne sont pas forcément des aides précises, détaillées ici, mais sachez que la GFIP peut accompagner l'entreprise sur sa politique globale handicap, si elle veut réfléchir globalement comment atteindre son taux, puisqu'elle doit avoir 6% pour toutes les entreprises de plus de 20 salariés, il faut 6% de travailleurs handicapés. Donc voilà, il est possible d'accompagner l'entreprise globalement sur sa politique handicap. Et sachez également que nous avons une plateforme de professionnalisation avec des contenus sur le maintien dans l'emploi notamment. Et vous pouvez donc faire appel à cette plateforme, des contenus gratuits en ligne de professionnalisation, de formation en distanciel ou en présentiel. Donc tout ça pour vous accompagner sur le maintien dans l'emploi de vos salariés. Voilà, on a plein d'autres aides. Là, on a fait le zoom sur celle-ci, mais sur justement ce document qui est en train de partager Virginie, on a d'autres aides qui sont mentionnées, donc celle de la GFIM, mais celle de tous les autres partenaires, bien évidemment. Merci Isabelle. Voilà, donc on vous a présenté l'outil d'information donc sur le maintien en emploi. On voulait finir par vous donner un exemple de parcours de maintien en emploi. Donc là, je vais passer la parole à Géraldine, voilà, qui va vous commenter ou vous donner un exemple de parcours de maintien en emploi. Alors, l'idée, c'est de mettre en lumière tout ce qu'on vous a dit aujourd'hui sur un cas réel. Donc, en clair, c'est un monsieur, dont je tairai le nom, bien sûr, et je tairai l'entreprise, 48 ans, ingénieur manager, bon, dans une grosse entreprise du département des Bouches-du-Rhône. C'est un monsieur qui a eu, qui a eu un malaise
au sein de l'entreprise et c'est important de le savoir parce que c'est ça qui l'a conduit à basculer en arrêt de travail et à découvrir justement une pathologie qu'on appelle maladie chronique invalidante avec des lourdes séquelles à la fois sur un peu la fatigabilité et sa concentration et avec des incidences aussi sur les membres supérieurs et les membres inférieurs. Et donc, il a basculé en arrêt de travail parce qu'il lui fallait le médicament de l'arrêt de travail, je précise bien, avec une date de début, une date de fin, un peu comme d'habitude. Mais du coup, ça l'a éloigné longtemps de l'emploi. Et je précise qu'il était ingénieur-manager, donc cadre. Et on sait tous que ben, parfois, au niveau, il faut être compétitif. Et donc, l'idée de revenir en emploi, ça lui créait beaucoup de soucis. Et il fallait sécuriser son retour à l'emploi. Donc, il a été orienté par le médecin conseil à l'occasion d'un contrôle du bien fondé de l'arrêt de travail vers le médecin du travail. Le médecin du travail a enclenché aussi la reconnaissance de la qualité de travail handicapé et la saisie du Cap emploi. C'est un monsieur qui avait rencontré aussi l'assistante sociale de l'assurance maladie parce qu'on envisageait peut-être une mise en invalidité. Et donc, il avait rencontré pour connaître les incidences de la validité pendant son arrêt de travail. Et du coup, pour faciliter son retour à l'emploi et aussi pour lui convaincre quelque part qu'il en était capable, on a mis en œuvre un essai encadré. Parce que l'essai encadré, c'est quand même totalement différent, et tu l'as dit tout à l'heure, Laurence, du temps partiel thérapeutique. Le temps partiel thérapeutique, on est apte au retour à l'emploi, à son poste de travail, avec un aménagement organisationnel, à savoir le temps de travail pour poursuivre les soins. Or, lui, il avait des doutes sur ses capacités, donc il s'est encadré avec le tuteur décidé dans l'entreprise, lui permet en fait comment dire, de mesurer ses capacités de retour. Et en plus, comme on savait qu'il y avait des incidences sur les membres supérieurs et les membres inférieurs, il fallait équiper aussi son poste de travail par des outils. Et on a pour ça pu mobiliser la plateforme de prêt de matériel, à savoir avec des équipements au niveau d'un siège dit ergonomique pour faciliter son retour. Il était quand même sur un poste sédentaire. Et ça a permis aussi de convaincre l'employeur et l'ensemble de l'équipe de ses capacités. L'essai encadré a duré 28 jours parce qu'on a demandé son renouvellement et ça nous a permis de poser en fait les outils à la compensation pour son retour. Donc, il a basculé sur une reprise en temps partiel thérapeutique avec un aménagement technique du poste de travail, à savoir un fauteuil et quelques autres équipements de travail de bureau. Et à l'issue du temps partiel thérapeutique, c'est un monsieur qui a quand même basculé en invalidité première catégorie et qui aujourd'hui poursuit son activité professionnelle. C'est des outils, c'est un parcours long quand même, parce que plus d'1 an d'arrêt de travail, une remobilisation, l'acceptation de la problématique santé, le deuil de ce qu'il était avant, la nécessité de convaincre aussi sur son retour à l'emploi. Et aujourd'hui, c'est un parcours qui a duré presque 18 à 24 mois pour pouvoir mettre en œuvre une solution correcte et satisfaisante pour l'ensemble des parties, à savoir employeurs et salariés, avec cette mise en invalidité et une poursuite de son activité. Voilà. Merci Géraldine. Du coup, on va peut-être prendre maintenant les questions, juste pour conclure du coup sur cet outil-là, cet outil du CIST PACA. Donc pour résumer, donc c'est un outil qui est simple et pratique sur le maintien en emploi, où on a essayé de réunir toutes les informations sur la thématique du maintien en emploi. Comme l'a dit Isabelle, c'est une thématique complexe. Donc là, on a essayé de proposer un outil qui permettait d'harmoniser et de simplifier les informations, qui soit accessible à tous, et on met à jour annuellement cet outil. Donc c'est un outil qui est vivant et qui est actualisé chaque année. On en a parlé rapidement, mais pour rappel, du coup, donc l'outil qu'on a présenté, c'est dédié aux personnes affiliées au régime général, donc secteur privé.
Il existe aussi sur le site du site PACA un outil pour les agents de la fonction publique concernant le maintien en emploi. Puis on essaie aussi d'enrichir cette partie, cette rubrique maintien en emploi, où dans les prochaines années, on va essayer d'inclure également d'autres régimes, comme par exemple les appuyés de la MSA ou d'autres régimes spécifiques, genre de mer, etc. Annuaire santé-travail, donc j'en ai parlé au début. Il y a un annuaire santé-travail sur le site du site PACA qui réunit les coordonnées des institutions qui travaillent sur la santé au travail en région PACA. Donc voilà, on va peut-être passer aux questions. On a un petit peu de temps pour les questions, donc c'est très bien. On a effectivement une première question que je vous relève. Est-ce que pour une reprise, enfin pour un retour à l'emploi, un accompagnement psychologique et ou un coach est possible pour redonner confiance en ses capacités aux salariés? Moi, je me permets, si la personne est en arrêt de travail, et bien entendu avec l'accord de tous les partenaires, on a la possibilité de financer, selon les départements, la casquette régionale, ce type de dispositif. Parfait, merci beaucoup. Merci Laurence, beaucoup. je pense que c'est peut-être bien d'introduire l'équipe pluridisciplinaire des cellules PDP. En fait, ce que j'allais dire, en fait, souvent, s'il y a besoin d'une psycho, alors souvent les personnes sont déjà suivies à l'extérieur. Donc, le retour au travail se fait en collaboration, en fait, avec les personnes qui sont au contact avec les salariés. Effectivement, s'il n'y a pas encore de mise en place de ce suivi, il y a différentes façons de le faire. Madame a dit comment le faire, mais on pourrait très bien faire intervenir des intervenants en prévention des risques professionnels dont j'ai parlé tout à l'heure, et ce sont des psychologues du travail qui pourraient aussi accompagner le salarié dans le retour à l'emploi au niveau, voilà. Après, elles ne font pas du coaching. En fait, le professionnel est fonction de son poste. On a des psychologues cliniciennes, c'est plutôt à l'extérieur. Nous, dans le cadre de la santé au travail, on va pouvoir faire un accompagnement court côté clinique, mais par contre, on pourra intervenir dans le cadre du travail avec des psychologues du travail, notamment sur l'organisation, sur l'autonomie au poste, en fait, toute une réflexion autour du poste de travail et les risques psychosociaux, en fait. Donc, voilà. Mais bon, oui, tous les professionnels de santé pourraient être mis dans la boucle pour améliorer le retour en poste. Après, au moment de la reprise, il existe aussi des aides au retour à l'emploi. Et s'il y a vraiment besoin, du fait du handicap, d'un coaching rapproché au moment de la reprise, avec un temps dédié pour ce coaching-là en entreprise, il peut y avoir des financements envisageables au niveau de la GFIP. En compensation du handicap. Oui, bien sûr, en compensation du handicap. Je poursuis avec une autre question qui nous est posée cette fois-ci par Fabienne. Existe-t-il des aides ou des budgets pour réaliser un bilan de compétences? Et elle nous donne un exemple. Par exemple, donc, un salarié qui a une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, une RQTH, suite TMS, opération chirurgicale et un changement de poste est envisagé suite à une visite auprès du médecin du travail. Pas de CPF mobilisable pour ce salarié-là. Oui. Bah, Alors, il existe effectivement des BCST, bilan de compétences santé-travail. Alors, il faut effectivement, vous avez bien résumé, c'est-à-dire qu'il y a un risque d'inaptitude sur le poste de travail et effectivement, il n'y a plus d'argent sur le CPF. Il existe un outil qu'on appelle BCST qui pourrait être pris en charge. En fait, c'est une prise en charge par l'assurance maladie du bilan. si la personne est en arrêt de travail. Si la personne n'est pas en arrêt de travail, le BCST ne sera pas mobilisable. Et donc, s'il n'a pas de CPF, il n'existe plus aujourd'hui d'outils spécifiques Tout à fait. pour les bénéficiaires de l'obligation d'emploi sur des bilans de compétences. Donc, il est nécessaire qu'il ait du CPF mobilisable pour pouvoir le réaliser s'il est salarié et pas en arrêt de travail. Et quand bien même en arrêt, sous réserve, bien entendu, de l'accord de tous les médecins, puisque l'objectif des dispositifs assurance maladie, c'est de ne pas augmenter l'arrêt de travail. Donc, c'est pour ça qu'il y a aussi concertation avec tous les partenaires. Mais c'est pour ça, je voudrais juste revenir sur les... Non, mais c'est parce que, justement, je rebondis sur ce qu'elle vient de dire, parce que
l'idée de la mobilisation du bilan de compétences, elle ne doit pas se faire une fois que l'État est consolidé et qu'on est en train de se dire qu'il y a un retour en poste qui est à prévoir. On ne prolonge pas un arrêt de travail pour faire un bilan de compétences ou une formation courte. En fait, c'est pour ça qu'il faut anticiper les choses et qu'il faut voir les médecins, et donc le médecin du travail, entre autres, très en amont, parce que s'il y a un risque d'inaptitude, il faut qu'on le sache très tôt pendant l'arrêt, quand il y a un arrêt, pour pouvoir mobiliser ces aides pendant que les indemnités journalières sont encore valides et validées par le médecin conseil. Et j'insiste, docteur Martinez, en effet, parce que c'est pour ça que je disais tout à l'heure intervenir tôt, même si la personne ou mon employeur sollicite le médecin du travail au lieu de Cap Emploi ou Cap Emploi au lieu du service social, l'avantage de la connaissance des partenaires, c'est qu'on fait le lien et qu'on sait à quel moment on va solliciter tel ou tel partenaire. Et aujourd'hui, nous, service social, ce qu'on remarque, c'est qu'en fait, parfois, les situations, on les a trop tard. Et on aurait peut-être pu faire quelque chose si on les avait eus en amont avec tous les partenaires. Et malheureusement, voilà, c'est un peu trop tard puisque l'arrêt est déjà bien entamé, entre guillemets. Après, je souhaiterais quand même apporter une petite précision si toutefois la personne n'est pas en arrêt de travail et qu'elle a eu un parcours, qu'elle est travailleur handicapé ou pas et qu'il faut envisager un changement de poste et qu'elle n'a pas de CPF mobilisable, il ne faut pas oublier les acteurs du conseil en évolution professionnelle. Donc, que ce soit le réseau Avenir Actif sur la région PACA ou des opérateurs comme l'APEC pour les cadres ou encore Cap Emploi, car on est habilité sur le conseil en évolution professionnelle, parce que ce n'est pas systématique non plus, le bilan de compétences. Les acteurs du conseil en évolution professionnelle, ils vont aider à prendre du recul, à travailler avec la personne sur un projet d'évolution professionnelle. Et ça peut être aussi des outils à mobiliser en cas d'absence de CPF, voire même avant de mobiliser un CPF, parce que parfois, ce n'est pas nécessaire de mobiliser un bilan de compétences pour se rebondir professionnellement. Voilà ce que je voulais dire, Pierre. Eh bien, parfait. Et pour prolonger du coup la discussion, Fabienne nous demande qui mobilise les aides. Est-ce que c'est le médecin du travail? Est-ce que c'est l'employeur? Est-ce qu'il peut s'adresser auprès des partenaires type Cap Emploi? Le circuit finalement de mobilisation des dispositifs, des partenaires et des aides. Moi, je dirais que tout le monde peut mobiliser les aides. En fait, comme on est en coordination, quand on est sur des... Alors, l'employeur pourrait mobiliser un essai encadré s'il est au courant, mais il va forcément mettre le médecin du travail dans la boucle et peut-être qu'il y aura besoin aussi de faire intervenir Cap Emploi. Parfois, ça peut venir de Cap Emploi. En fait, parfois, c'est le médecin du travail qui y pense et parfois, c'est le service social de l'assurance maladie qui va y penser. Ça, c'est l'essai encadré. Mais en fait, ce qui est important de savoir, c'est qu'il y en a un ou plusieurs qui vont avoir l'idée et après, souvent, c'est celui qui a commencé à prendre en charge la situation qui déploie l'outil, mais il y a une coordination qui se fait et il y a rarement une personne seulement dans la mise en place des outils. En général, il y a plusieurs, toutes les personnes qui sont ici sont généralement mises dans la boucle. Donc, comme je vous disais, par exemple, mi-temps thérapeutique, c'est le médecin du traitant qui initie l'arrêt, mais c'est pourtant le médecin du travail qui met en œuvre dans l'entreprise. Donc, en fait, c'est tout le monde. Merci beaucoup pour vos Mais réponses. peut-être quand même dire oui, l'employeur peut directement s'adresser à Cap Emploi. Après, il va remettre le médecin du travail dans la boucle pour avoir l'avis, mais l'employeur peut spontanément sonner à la porte du Cap Emploi. Parfait. Fabienne vous remercie. Une petite précision de Madame Pogionovo qui nous dit pour un salarié en arrêt de travail, toute forme d'action de remobilisation doit probablement obtenir l'accord de l'assurance maladie car il est sous sa responsabilité pour le maintien des IJ et couvrir d'éventuels risques. Oui, c'est ce qu'on a dit quand on a présenté. Exactement. C'est ce qu'on a dit quand on a présenté l'essai encadré. Pour toute mesure mobilisée, il faut bien entendu l'accord de l'assurance maladie. Et au-delà du fait que la personne reste indemnisée, il y a aussi bien entendu une histoire d'assurance, puisque si la personne elle a un accident de travail pendant l'essai encadré, c'est couvert. Voilà. Donc, je pense que c'est ce que veut dire Claude. Tout à fait, elle venait effectivement en soutien de vos propos. Il n'y a pas d'autres questions à ce stade. Avec plaisir, Claude. Je voulais juste dire qu'il n'y a pas que l'essai encadré, il y a les bilans, parce que nous, on observe aussi des choses qui se pratiquent hors l'accord de l'assurance maladie.
Or, on expose le salarié à des sanctions. Donc, il faut absolument que ce soit cadré jusqu'à ce point-là, avec la validation du médecin conseil et des services administratifs. Je tiens particulièrement à rappeler cette mention qu'on a tendance à oublier. Et par ailleurs, quand il s'agit de fonds publics, où va-t-on faire le bilan de compétences préférentiellement, et parce que la loi le dit, vers un service, un centre de formation qui a la certification Qualiopi. Merci pour ces précisions. Claude, je précise que vous travaillez au sein de la CARSAD Sud-Est, notamment en Corse, et que vous maîtrisez évidemment très bien ces sujets. Oh, c'est gentil, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres remarques? Dans le chat, pour le moment, nous n'avons pas d'autres questions. Mais n'hésitez pas, si c'est le cas, voire même à ouvrir directement votre micro, hein, et à poser ouvertement votre question à nos participants. Une petite question là, Pierre. Oui, Quelles sont- exactement, de la part de Florent, qui revient sur le BCST et qui nous dit quelles sont les modalités de demande d'un BCST et auprès de qui le salarié doit en faire la demande. Alors, toujours pareil, si la personne est en arrêt de travail, et l'assuré peut contacter directement, soit via le 3646 en disant service social, soit via son compte Amélie. Il peut tout à fait envoyer un mail en disant je suis en arrêt de travail, je souhaite faire le point sur ma situation. Et après, nous, on va faire, on va dire, une première évaluation, comme l'a dit tout à l'heure Géraldine, et travailler avec les partenaires pour faire le point sur la situation. On ne travaille pas seul, hein, bien entendu. Il est primordial de travailler avec les partenaires. La première chose qu'on va certainement demander, c'est la visite de pré-reprise, hein, parce que parfois, entre ce que nous disent les assurés et la vision qu'ils ont de leur situation, en partageant les informations, on peut aussi débloquer quelque chose, on va dire. Mais la personne peut tout à fait nous contacter. Après, le problème si c'est un employeur, en général, en arrêt de travail, ils ont peu de contacts. On sait la situation en arrêt de travail avec l'employeur, mais la personne, elle, peut tout à fait nous solliciter. Si c'est un partenaire qui nous sollicite, bien entendu, il faut l'accord de l'assuré de transmettre les éléments de la situation. Peut-être apporter des précisions, Mounia, quand même, si je me permets. Mais le BCST, c'est pas forcément, enfin, et même si c'est redondant avec ce qu'on a dit tout à l'heure, mais le BCST, le bilan de compétences en santé-travail, c'est bien parce qu'il y a un risque d'inaptitude, hein. Tout à fait. C'est pas un moyen de financer un bilan de compétences. Tout à fait. Et Voilà, c'est pour ça on que est j'insiste bien. sur l'évaluation, parce que parfois, même la personne vient en tête, entre guillemets, avec je pense, j'en ai entendu parler, peut-être que je peux faire ça. Et en travaillant sur la situation avec les partenaires, souvent ou parfois, c'est pas forcément ce qui est proposé en termes d'accompagnement. Mais en effet, il y a des critères bien précis. Et comme tu dis, c'est quand même le premier point, c'est l'impossibilité, entre guillemets, de reprendre son poste comme on l'a laissé. En gros, moi, je l'explique comme ça. Hein. Il y a quand même, on va dire, des difficultés à ce niveau-là. Mais ce n'est pas, et c'est ce que dit Claude aussi, un bilan de compétences santé-travail. On prend en compte l'état de santé de la personne. Donc, ce n'est pas un bilan de compétences qu'on fait classique dans le cadre du droit commun. C'est quand même un rythme différent, puisque la personne elle est en arrêt et qu'elle a quand même des difficultés, des soins, etc. Le rythme n'est pas le même qu'un bilan classique. D'où l'importance d'avoir les 3 avis pour pouvoir le mettre en œuvre, à savoir l'avis du médecin du travail qui précise bien qu'il y a un risque d'inaptitude, l'avis du médecin traitant qui dira oui, la personne est capable aujourd'hui de se remobiliser et ça ne vient pas à l'encontre des soins que je lui fournis, et le médecin conseil qui doit dire ok, le bilan peut être couvert par des indemnités journalières durant le temps du bilan. Donc ça, c'est quand même important. Mais le médecin conseil, excusez-moi, est interrogé aussi sur l'adéquation entre l'état de santé et l'exercice de ce bilan.
Chez nous, il y a un document de base qui permet d'en faire la prescription, qui comprend l'avis du médecin du travail, l'avis du médecin traitant effectivement. Mais pour le médecin conseil, c'est de voir si c'est en adéquation avec son état de santé. Il peut arriver que à la sollicitation de l'avis du médecin de conseil, l'ensemble des démarches qui ont été accomplies n'aboutissent pas à un bilan parce que l'état de santé n'est pas compatible avec l'exercice de ce bilan que nous avons réduit en temps et en aménagement. Merci à vous pour toutes ces précisions. On a également une question, une remarque de Stéphanie qui précise et qui dit: il ne faut pas également oublier les travailleurs indépendants qui ont également la possibilité de mobiliser des leviers pour prévenir la désinsertion professionnelle, la PDP. Merci Stéphanie. Effectivement, c'est important. Vous faites bien de le préciser. Pour le moment, nous n'avons pas d'autres questions, pas d'autres remarques, mais n'hésitez pas, si c'est le cas, à l'écrire soit dans le chat ou à ouvrir votre micro en direct. Peut-être en attendant, ce que je fais moi simplement, c'est vous partager le lien vers le formulaire d'évaluation, parce que vous savez, chaque webinaire fait l'objet d'un petit suivi, d'une petite évaluation où on vous demande votre avis. Le lien est dans le chat, vous avez juste à cliquer. Et ce formulaire d'évaluation, il faut compter environ 30 secondes pour le renseigner. Donc c'est assez rapide, ça va relativement vite, mais c'est évidemment très précieux pour tous les organisateurs de ce webinaire. Donc, je vous remercie effectivement de prendre ces quelques secondes pour venir le compléter. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou d'autres remarques? A priori, ça n'est pas le cas. Pas Non. de, pas de, pas de questions. Ah, si, Madame Roulet. Oui, alors moi je suis dans le milieu agricole, je suis conseillère en prévention, mais je fais partie du groupe aussi PDP. Donc c'est pour ça que je demandais certains rappels parce que je manipule pas trop ces noms-là, BO, bon, tout ça. Oui, Euh, BETH. alors, comment vous avez construit ce site? Parce que ça a l'air super, ça a l'air très très bien. Vous avez fait appel à quoi? Enfin, donc ça c'est plus organisationnel ou technique, mais si on voudrait faire la même chose côté MSA, peut-être que ça existe, mais je ne le sais pas. Vous êtes passé comment? Vous avez fait comment? Alors, peut-être juste, on peut vous dire qu'effectivement, la MSA est signataire, comme je l'ai dit au début du webinaire, de la charte régionale de coopération autour du maintien dans l'emploi, et que justement, nous envisageons pour l'année prochaine d'introduire dans le SIST PACA un onglet MSA. Alors, on ne sait pas encore trop sous quelle forme, hein, on va voir ce qui est identique au régime général et si ça nécessite ou pas de faire un onglet spécifique régime agricole. Mais l'idée, c'est bien d'intégrer la MSA dans le site qui existe déjà et pas d'éviter de recréer des choses parallèles, en fait, pour que tout soit regroupé dans ce même site Internet. Après, je vais laisser Virginie expliquer peut-être comment on a construit ou Sandrine, mais c'est la collaboration vraiment de tous les acteurs qui sont là et qui ont signé la charte. Ben, on s'est vu plein de fois en réunion en se disant on aimerait mettre ça, puis l'un n'est pas d'accord, et ça a pris des mois, en tous les cas sur l'onglet maintien dans l'emploi dans lequel j'ai participé. Ça a pris des mois à réfléchir à comment on allait s'organiser pour donner toutes les informations, pour que ce soit le plus clair possible, comment on allait s'organiser pour les mettre à jour. Donc on s'est vu concrètement, physiquement, en réunion, autour de la table, et on a construit les parcours ensemble, on a rédigé les fiches ensemble. Après, bien sûr, c'est Virginie qui a fait le plus gros du travail de mise en forme, de rédaction. Et voilà, je vous laisse compléter, Virginie. ou Oui, Sandrine. juste pour compléter, juste peut-être pour compléter, effectivement, c'est un travail entre le SIST PACA, du coup, le dispositif du SIST PACA qui est animé par l'ORS et qui est un dispositif à la base dédié pour les professionnels de santé. Donc, l'objectif, c'est de mettre à disposition des informations simplifiées sur toutes les questions santé-travail que peut aborder, du coup, le médecin généraliste avec son patient. Et donc, il y a notamment la question du maintien en emploi et la prévention de la désinsertion professionnelle.
Et du coup, quand on se met à la place du médecin traitant, il va avoir tout un panel de patients, donc des affiliés au régime général, mais aussi des gens de la fonction publique, des affiliés de la MSA. Donc l'idée du site PACA, c'est de réunir du coup ces informations-là pour les mettre à disposition, notamment aux médecins traitants. Après, en travaillant aussi du coup en parallèle avec la charte régionale du maintien en emploi, et avec voilà, les partenaires sociaux aussi qui souhaitaient qu'on mette à disposition un outil d'information qui réunissait du coup des informations assez simplifiées sur le maintien en emploi. On a travaillé ensemble en fait pour la mise à disposition de cet outil-là, donc sur le site PACA, mais c'est vraiment un travail du coup pluridisciplinaire effectivement sur plusieurs mois. Donc sur régime général, on a fait l'année dernière sur les agents de la fonction publique et effectivement l'année prochaine, l'idée ça serait de pouvoir intégrer des informations sur les affiliés à la MESA. Voilà, je ne sais pas si Sandrine ou quelqu'un d'autre veut Je compléter. crois que vous avez parfaitement résumé. Je rajouterai juste peut-être quelque chose, c'est que finalement, c'est exactement ce qui vous a été présenté aujourd'hui, c'est qu'on est parti véritablement de parcours, d'état des lieux de là où on est, donc le salarié au regard de son activité professionnelle et de son état de santé. C'est les fameux parcours qui vous ont été présentés en amont de la présentation du cas pratique et qui a permis justement cette coordination des acteurs, ce rappel des moments clés phares à ne pas manquer pour justement travailler toujours dans l'anticipation. Et c'est grâce à la composition finalement du groupe de travail du CIST PACA qui regroupe à la fois des acteurs du maintien dans l'emploi, des acteurs de la santé publique et des acteurs de la santé au travail, qu'on a pu justement travailler sur cette organisation des acteurs autour de la problématique individuelle et collective des salariés en risque de désinsertion professionnelle. Et c'est ce qui a fait que le salarié, on l'a mis au cœur, finalement, en étant proactif de sa santé et de son parcours professionnel et de lui montrer, avec l'ensemble de tous les acteurs qui sont disponibles aujourd'hui et qui sont là dans des mesures donc d'accompagnement de la maladie et du handicap, comment les mobiliser, avec quelles ressources, qu'est-ce qui était disponible. Et c'était de rendre, comme l'a très bien dit Isabelle et Virginie, vraiment visible, compréhensible de tout public, même si le CIST PACA au début s'adresse prioritairement aux acteurs de la santé publique, médecins généralistes et spécialistes, c'était d'en faire un outil, en tous les cas, sur l'onglet maintien dans l'emploi, accessible à tous et facile d'utilisation. Merci. Parfait. Merci à vous pour toutes ces précisions. Est-ce qu'il y a d'autres remarques ou d'autres questions? On arrive au bout. Je partage peut-être le flashcode aussi Avec plaisir, ouais, tout à fait. Je vous du remets le lien. questionnaire. Oui, je vous remets le lien vers le chat, dans le chat, pardon, vers ce formulaire d'évaluation. Vraiment 30 petites secondes pour vous et très utile pour nous. Et effectivement, merci Virginie de bien vouloir repartager. C'est en cours, effectivement, pour ceux qui souhaitent plutôt utiliser leur smartphone et prendre en photo. Par contre, ça ne s'affiche pas chez Ouais, ça moi. ne s'affiche pas. Oui, non, Ah ça ne s'affiche mince, pas. L'écran reste noir pour le moment. Non, effectivement. Je pense qu'en plus, à mon avis, Virginie a eu un petit saut de Oui, connexion. j'ai Mm. l'impression. Bon, mais écoutez, ça n'est pas grave. Nous arrivons dans tous les cas au bout de notre webinaire. Qui souhaite simplement réaliser le petit mot de conclusion? Votre remerciement. Merci. Oui, on peut remercier tous les participants aujourd'hui, également les intervenants, on peut se remercier. Et surtout, n'hésitez pas à revenir vers nous. Comme ça a été dit, il y a un annuaire sur le CIST PACA. S'il y a des questions que vous n'avez pas pu poser, vous pouvez très bien nous les poser individuellement s'il y a des questions spécifiques pour l'État, pour le CIST directement, le Cap Emploi, la CARSAT, le médecin du travail ou la GFIP. On est disponible pour vous. Et j'ajouterais simplement que si vous complétez justement ce petit questionnaire qui vous a été donc demandé de compléter, eh bien vous aurez également accès à un certain nombre de newsletters que proposent les partenaires et c'est aussi l'occasion de vous y abonner pour continuer à avoir des informations donc, sur le sujet du maintien dans et en emploi. Donc merci à toutes et à tous.
Et que ce Merci. webinaire finissait notre semaine pour l'emploi des personnes handicapées, semaine européenne de l'emploi pour les personnes handicapées. On a toujours pour habitude de présenter le CIST PACA au niveau régional et on est toujours ravis de le faire et on voit qu'on est toujours, enfin, il y a toujours des personnes qui sont intéressées. N'hésitez pas à diffuser auprès de vous et rendez-vous l'année prochaine avec peut-être un nouvel onglet. On ne sait jamais. Peut-être sur, voilà, sur d'autres thématiques, d'autres secteurs. Allez, bah écoutez, merci en tout cas à toutes et à tous. Merci d'avoir été nombreux ce matin avec nous pour ce webinaire. Et puis, bah écoutez, on vous dit à très vite dans d'autres cadres. À bientôt. Merci encore. Voilà, je coupe l'enregistrement.